D'abord, ben, merci à vous, hein, merci à vous d'être présent pour cette visioconférence de présentation de la formation continue à l'IAE de Poitiers. Pour cette présentation, nous avons 4 intervenants aujourd'hui qui vont prendre la parole. Nous avons Florence Laval, qui est responsable du master management et administration des entreprises en formation continue. Donc, nous avons également Arnaud Gauthier, responsable du master gestion des ressources humaines, et également 2 anciennes diplômées, Amélie Prado, ancienne diplômée du master GRH, et Emma Reverso, diplômée du master MAE. Avant de leur laisser la parole, on s'est dit que ça serait peut-être utile, intéressant pour vous d'avoir quelques éléments de contextualisation sur ce qu'est l'IAE, ses caractéristiques, ses chiffres clés. Donc, l'IAE, en quelques mots, on vous a mis en haut à gauche, on a insisté sur un premier point, une école universitaire de management. L'Institut d'administration des entreprises, c'est l'école de management de l'Université de Poitiers, qui a été créée en 1956. Donc on est un établissement public à part entière, hein, rattaché à l'Université de Poitiers, au même titre que la fac de droit, la fac de médecine, la fac de sport, etc. En haut à droite, une offre variée. Donc, nous sommes spécialisés dans les domaines de la gestion, de la finance, du management, du marketing, de la communication, des ressources humaines, du commerce international et de l'intelligence économique. J'espère ne rien oublier. En bas à gauche, vous voyez plusieurs modalités de formation. En fait, il faut savoir qu'à l'IAE, nous proposons 4 types de formation. La formation initiale, donc ça, c'est vraiment le parcours classique des étudiants qui, après leur bac, valident leur niveau dans l'enseignement supérieur, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, etc. L'apprentissage, puisque un bon nombre de nos formations sont ouvertes à l'alternance. La formation à distance, qui, comme son nom l'indique, permet aux étudiants de valider un diplôme depuis chez eux. C'est une formation qui ne nécessite pas de présentiel, hein, tout se fait en distanciel au niveau des cours. Contrairement à la formation continue, ça c'est un point important, qui elle nécessite un temps de présence dans nos locaux à Poitiers, mais ça les responsables de formation y reviendront et vous diront tout sur le rythme universitaire que cela implique. Et enfin, en bas à droite, des diplômes reconnus en France et à l'international. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que nous délivrons donc des diplômes d'État qui sont reconnus, valables, ça c'est très important de le dire, valables partout en France et dans le monde, grâce au système des crédits universitaires. L'IAE en quelques chiffres, je vais être à nouveau assez rapide là-dessus. Juste pour vous contextualiser, nous représentons environ 800 étudiants en formation initiale, présents sur 3 sites différents, 3 campus, celui de Poitiers, celui de Niort et celui d'Angoulême. Précision importante, la formation continue, elle, se déroule sur le campus de Poitiers uniquement. 900 étudiants à l'étranger, puisque nous avons aussi des campus délocalisés en Chine, au Brésil, au Madagascar, en Égypte, au Liban et au Maroc. La formation à distance, on en parlait, cela représente environ, ça peut être fluctuant d'une année à l'autre, 400 étudiants en France, mais aussi dans certains autres pays. Et donc, si les calculs sont bons, ça nous fait à peu près 2100 étudiants par an. Pour cela, il faut donc une sacrée équipe pédagogique derrière. C'est la raison pour laquelle nous avons pas moins de 50 enseignants permanents. Nous avons 250 intervenants professionnels. Et nous avons une cinquantaine de personnels administratifs, hein, sur les 3 sites Poitiers, Niort, Angoulême. Et je finirai par 2 chiffres concernant la formation continue. Là encore, c'est fluctuant, hein, mais si on lit sur les 10 dernières années, on peut atteindre jusqu'à 30 étudiants par an, répartis donc sur les 2 masters, hein, GRH et le master MAE. Et puis ce dernier chiffre que vous voyez tout en bas, 25 ans d'expérience, ce qui mathématiquement nous fait plus de 600 diplômés depuis la création de la formation continue. Voilà, je vais laisser la main à Florence Laval, qui va vous parler du Master de Management et Administration des entreprises,
Très bien, bien, merci beaucoup Stéphane pour cette présentation qui situe bien le contexte dans lequel nous vous proposons d'étudier parce qu'il s'agit bien de revenir à l'université pour une année d'études dans le cas du master MAE en formation continue. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, vous allez reprendre vos études, mais pour étudier quoi? Eh bien, alors, donc, pour être très clair, vous allez étudier 5 blocs de matière. Alors, la première, enfin, le premier bloc de matière, c'est développer des aptitudes managériales. Donc, on va ici s'appuyer sur tout d'abord un séminaire de développement personnel pour vraiment constituer le groupe, c'est-à-dire faire une sorte de dynamique de groupe, si vous voulez, grâce à des techniques un petit peu de coaching, si vous voulez. Et donc, à la suite, il y a également 2 simulations de gestion qui sont aussi des jeux d'entreprise qui permettent de souder le groupe. Alors, nous allons aussi ajouter dans cette UE, dans ce groupe de matière, de la gestion de projet. Ensuite, nous avons le management comptable et financier. Ça, c'est le noyau dur, on va dire, des connaissances en gestion, hein. Alors, c'est évidemment un petit peu technique, hein, et on ne va pas faire de vous des comptables et des financiers complètement autonomes, mais c'est quand même le cœur de la gestion. Et donc, ces enseignements de comptabilité générale, analytique, de gestion politique et financière et de contrôle de gestion sont tout à fait importants dans le cadre de ce diplôme. Ensuite, nous avons le management stratégique et l'organisation. Alors, donc, ce sont des fonctions ici de direction d'entreprise, hein, que l'on va donc aborder et on va compléter cette approche par la gestion des ressources humaines et la gestion opérationnelle ou la gestion de production, notamment pour les entreprises industrielles. C'est quand même extrêmement important et stratégique. Enfin, ensuite, pardon, nous parlerons d'économie et de droit, parce que ça va évidemment ici à la fois vous permettre de comprendre le contexte de la gestion des entreprises, mais en même temps aussi les règles, hein, les règles en matière de droit des affaires, en matière de droit social. Voilà, donc ce sont des approches ici qui, là aussi, ne feront pas vous des juristes, mais qui vous donneront bien des réflexes et aussi les méthodes de recherche d'information dans ces domaines. Enfin, le marketing, l'information et la communication, sans oublier les systèmes d'information ici, hein, qui seront abordés, mais permettent de travailler par exemple sur des questions d'image de marque ou de diffusion de l'information pour, si vous voulez, être capable de prendre des décisions, évidemment. Voilà, alors ça, ce sont les matières enseignées. Alors en plus, il faut savoir qu'on vous demande de préparer un mémoire et donc ce mémoire sera soutenu à la fin de l'année d'études. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est un travail personnel, le mémoire, un sujet que vous allez choisir, qui va vous plaire, hein, qui vous est cher en fonction notamment de votre projet professionnel. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce diplôme, le but, la finalité, c'est que vous puissiez acquérir une deuxième compétence. Donc, vous arrivez avec une compétence, par exemple une compétence d'ingénieur dans un domaine technique, eh bien, vous allez avoir en plus de ça un diplôme de gestion. Donc, ça va bien vous permettre d'afficher une double compétence. Et donc, en un an, on vous propose évidemment une approche très généraliste de la gestion d'une entreprise ou d'une organisation de façon à ce que vous puissiez, vous, ensuite, eh bien, mettre en pratique les domaines qui vous intéressent ou les domaines qui vont vous apporter un plus, hein, en matière d'évolution professionnelle. Alors, pour que ce soit justement bien en lien avec vos projets professionnels et puis avec la réalité du marché du travail, eh bien, nous équilibrons les intervenants avec à la fois des intervenants universitaires, enseignants-chercheurs, ce qui est normal dans une université, hein, et également des intervenants professionnels. Par exemple, l'enseignant en système d'information, c'est un professionnel, c'est un directeur des systèmes d'information. Ça semble quand même être important que vous puissiez rencontrer aussi des gens qui travaillent actuellement en entreprise et qui puissent partager avec vous leur pratique professionnelle. Voilà. Alors,
Esteban, si tu veux bien passer à la suite, voilà, donc comment ça se passe concrètement? Donc je le rappelle, hein, c'est une formation en présentiel, ça veut dire que vous allez venir. Donc chaque fois qu'il y a des petites cases bleues là, eh bien vous viendrez à l'IAE. Ça représente 2 jours par semaine, c'est positionné le week-end, on va dire vendredi et samedi. Ça veut dire que vous pouvez donc absolument travailler tout à fait normalement, bon, en vous libérant des vendredis où il y a cours évidemment pendant cette année de formation. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une formation qui est vraiment adaptée à la reprise d'études. Alors, pourquoi c'est adapté à la reprise d'études? Bon, à travers le planning, comme on vient de le voir, mais donc vous pouvez continuer à travailler tout en reprenant vos études, mais c'est surtout par rapport à des modalités pédagogiques. La pédagogie, elle est interactive. Vous allez pouvoir, en fonction de votre rythme, aussi de votre niveau dans certains domaines, bien interagir avec les enseignants et donc bien faire en sorte que nous allions à peu près au rythme de chacun. Euh, Évidemment, c'est pratique parce que le groupe est de petite taille. Nous avons un groupe qui va de 10 à 15 personnes. Donc, avec un groupe de cette taille-là, c'est possible d'avoir des modalités pédagogiques interactive. Et puis, donc, comme je l'ai déjà un petit peu dit, le groupe, cette dynamique de groupe va vraiment jouer pour vous soutenir votre motivation tout au long de l'année. Donc, voilà pour les modalités et le calendrier des candidatures. Et le calendrier, pardon, de la formation. Alors, je pense que le point suivant, Esteban, c'est le calendrier, justement, les conditions d'intégration. Voilà. Donc, le calendrier des candidatures, eh bien, les candidatures sont ouvertes depuis le 15 mars et elles sont ouvertes jusqu'au 1er septembre. Donc, vous avez vraiment le temps, mais nous vous conseillons de déposer le plus rapidement possible votre dossier parce que, donc, il est possible de traiter ces dossiers au fur et à mesure, hein. On n'attend pas la dernière minute pour regarder vos dossiers et éventuellement échanger avec vous. Donc, pour déposer votre dossier, vous devez passer par une application qui s'appelle donc e-candidat. Et puis, il faut bien choisir, évidemment, formation continue, FC, hein, c'est pour pouvoir intégrer ce MAE. Voilà, alors les conditions d'intégration, vous devez remplir un dossier, donc là vous êtes guidé pour fournir les pièces nécessaires. Et donc vous devez être titulaire d'un bac+4, c'est-à-dire d'un niveau qui vous confère donc 4 années d'études validées. Si jamais ce n'est pas le cas, il y a une procédure qui s'appelle la validation des acquis professionnels et qui permet de finalement compenser l'année ou les années d'études qui manquent par l'expérience professionnelle. Donc ça, c'est il y a une commission qui va se réunir et qui va étudier vos demandes de validation des acquis professionnels, donc en contrepartie du manque d'années d'études pour prétendre à ce niveau bac+4. Par exemple, si vous avez un bac+3, eh bien, il faudra compenser l'année qu'il manque par cette validation des acquis. Pareil, bac+2, etc. Donc plus vous avez d'expérience, plus vous validez d'années. Voilà, et puis donc pour l'intégration définitive, l'admission, eh bien, cela passe par un oral. On vous demandera enfin, participer à un oral. Voilà, un oral de motivation essentiellement, hein, ce ne sera pas un test de connaissance, mais le but c'est d'évaluer votre motivation et votre capacité à vous engager complètement dans cette formation. Voilà, eh bien, je pense que j'ai fait le tour de la présentation du MAE. Merci, merci Florence. On va à présent passer la parole à Arnaud Gauthier, qui va nous parler du Master 2 Gestion des ressources humaines. Donc oui, donc à mon tour, Arnaud Gauthier, je vais vous présenter le master 2 gestion des ressources humaines, donc en formation continue, et je vais suivre un petit peu la même trame, que ma collègue Florence Laval, donc en vous présentant, un petit peu, voilà, les attendus, par rapport à ce master. En fait, quelles sont les matières principales qu'on va aborder et quel est un petit peu on va dire l'orientation qu'on souhaite, avoir au sein du master. Vous allez voir qu'entre la maquette et l'approche qu'on souhaite en avoir, on essaie de donner une cohérence au tout et ça passe aussi donc par, les profils de candidature qu'on va chercher à retenir.
Donc, on a 5 blocs de matière qui sont indiqués sur la diapo. Donc, diagnostiquer, piloter la transformation d'entreprise, collecter et organiser l'information sociale, maîtriser les règles et normes encadrant la gestion des RH et enfin, développer le potentiel humain. Derrière ces 5 blocs, en fait, on va avoir des matières qui vont répondre à deux logiques. Une partie de nos matières vont être enseignées donc, par des intervenants professionnels, comme pour le master MAE. Et la logique ici, donc, c'est d'avoir des experts sur une des fonctions de la gestion de ressources humaines. Donc d'avoir, par exemple, une consultante en recrutement qui va venir assurer, un cours spécifique sur les enjeux actuels du recrutement. On va avoir la même chose donc je vais copier, ce que Florence t'a dit tout de suite, mais on va avoir la même chose sur la digitalisation de la fonction RH avec une intervenante professionnelle, dans l'implémentation de systèmes d'information en ressources humaines, ou encore, un juriste pour les cours de droit du travail ou un médecin du travail sur les questions de santé et de sécurité au travail. Donc on va s'appuyer sur ces intervenants professionnels pour, eh bien, vous apporter, des compétences spécifiques, plutôt cloisonnées pour le coup, hein, sur, chacune des dimensions de la fonction RH. Et cette approche donc très pratique, on va venir la compléter avec les interventions pour le coup des enseignants-chercheurs de l'IAE en essayant de décloisonner en fait ce qui a été fait d'un côté, hein, donc les montées en compétences très pratiques, complétées par une approche davantage managériale et stratégique. L'approche managériale, on va chercher à l'avoir donc directement au niveau de la fonction RH, hein, donc par le management de la gestion des ressources humaines, vraiment c'est sur cette approche-là, mais aussi sur l'appui, par exemple, qu'on peut avoir vis-à-vis des managers par la fonction RH, quels que soient, les managers, hein, que ce soit, sur la direction commerciale, aux achats, en finance, peu importe en fait. Mais le fait que la fonction RH est un acteur incontournable dans l'entreprise et de comprendre en fait, voilà, quelles sont les articulations qui vont exister entre le management au sens large et la fonction RH. Et puis, une dimension supplémentaire, là, donc avec encore plus de prise de hauteur, de compréhension de des enjeux liés à la fonction RH et à la stratégie d'entreprise. Voilà, quels sont les sujets en particulier qui vont, être, porteurs pour la fonction RH et qui vont en faire donc là un acteur d'autant plus incontournable que, la stratégie d'entreprise va avoir besoin de cet appui et va s'appuyer sur cette fonction-là. Donc nous, on a cet enjeu-là, on va dire qu'on va suivre cette orientation, hein, de venir apporter des compétences très pratiques et en même temps, de chercher à avoir une hauteur de vue sur la fonction RH et ça va passer donc à la fois par les intervenants comme je disais, donc qui vont être à la fois des professionnels et des enseignants-chercheurs. Vous comprenez, hein, la logique complémentaire qu'il va y avoir entre les 2. Et ça passe aussi donc par le recrutement qu'on va pouvoir faire puisque là, ce qui va nous intéresser, c'est, de retrouver un petit peu justement ces différentes approches au sein des promotions chaque année, avec, des parcours différents, avec des personnes qui peuvent, avoir, une partie de leur activité, et de leurs responsabilités liées à la fonction RH, sur des personnes, par exemple, qui vont travailler sur le recrutement, sur la gestion de la rémunération, par exemple, mais qui ne vont pas forcément appréhender l'entièreté de la fonction RH. Donc là, on va pouvoir, nous, à la fois compléter, et apporter des éléments supplémentaires ou une prise de hauteur, pardon, de vue sur la fonction à ces candidats-là, à ces étudiants, mais qui, eux, vont aussi, venir avec, justement toute leur expérience, avec leur regard sur des compétences clés qu'on va venir aussi aborder en cours. Ne sont pas exclus de cette, recherche de candidats, des personnes qui peuvent être assez éloignées de la fonction RH, mais qui vont avoir occupé, voilà, des fonctions managériales autres, donc qui ont été, on va dire, de l'autre côté de la barrière, qui ont eu à faire et qui ont travaillé avec des RH sans forcément être, à la gestion des ressources humaines et donc voilà, qui vont avoir leur compréhension à eux et qui vont être capables aussi d'apporter à l'ensemble du groupe leur regard, mais également des candidatures. On va dire on est un petit peu sur ces 3 si vous voulez, sur ces 3 types de profils. Des personnes qui vont peut-être s'être arrêtées en licence, RH, donc qui vont avoir une vision assez globale, mais plutôt pratique de la fonction RH et qui vont bénéficier du coup, de d'une compréhension plus large avec, ce que j'ai dit tout à l'heure, avec, les dimensions managériales et stratégiques que la fonction peut avoir.
Au niveau des cours, ça se traduit de quelle manière? Donc, voilà, vous allez avoir donc, des cours magistraux, des TD. Juste attends, excuse-moi Esteban, hein, je termine juste sur la diapo précédente. Merci. Ça va se traduire par exemple, si je prends le bloc de matière développer le potentiel humain, cette articulation pratique-stratégie, vous avez par exemple donc un cours de mise en œuvre d'un projet RH qui va être un projet à mener tout au long de l'année, en groupe, sur, une thématique particulière. Par exemple, les emplois pénuriques, quels sont les enjeux dans tel ou tel secteur? Et l'idée ça va être de, bah, créer ensemble, collectivement, une conférence, une table ronde, peut-être un rapport, une enquête sur ce thème-là. Donc vraiment, voilà, d'approfondir un enjeu spécifique à la fonction RH, de comprendre l'articulation stratégique qui peut exister avec celle-là, mais d'en comprendre aussi les pratiques que les, hem, les collaborateurs, dans la direction ou, les assistants RH aussi peuvent vivre dans leur quotidien, à travers cet enjeu-là. Et puis c'est poursuivi, mais de manière individuelle, là, comme Florence Laval l'a dit tout à l'heure aussi, avec un mémoire de fin d'études qui permet aussi de faire cette articulation-là et d'aller vraiment dans le fond d'un sujet, d'une problématique particulière liée à la fonction RH. Et donc du coup, sur la diapo suivante, ce qu'on vous propose, là, contrairement, au master, présenté précédemment, c'est de venir une semaine par mois, avec 9 entre 9 et 10 rassemblements dans l'année, hein, ça dépend un petit peu là comment les courses sont disposées, mais globalement entre octobre et juin, des fois, juillet, avec des semaines de 5 jours. Une petite particularité parce que voilà, on a des profils différents, des impératifs différents en fonction des candidats. On essaie de trouver la moins mauvaise formule, avec des semaines qui vont des fois du lundi au vendredi, dans d'autres cas du mardi au samedi, donnant un lundi de libre pour les candidats qui doivent, des fois lancer la semaine de travail malgré tout, et puis après venir à l'IE, ce qui fait des semaines assez denses et puis sinon un format de semaine de cours un petit peu plus classique. Voilà sur la diapo suivante qui concerne les candidatures, donc on est sur le même calendrier que pour le master MAE. Juste à vous préciser, donc voilà, comme on est aussi sur un effectif assez limité, hein, de 10 à 15 candidats, bah, je vais vous dire la même chose que ma collègue tout à l'heure. L'idée, c'est de se positionner assez tôt quand même sur ce calendrier qui est assez long puisqu'on peut candidater assez tardivement, même au mois d'août, et votre candidature pourra être étudiée au mois d'août. Mais le fait est que si on arrive à des promos, qui sont, bah, pleine ou voilà, vraiment complétée, aux alentours de juin-juillet, forcément, ça minimise un petit peu les chances qu'on peut avoir d'être retenu si on candidate tardivement. Donc, voilà, par ce message, je vous encourage à déposer votre candidature, voilà, plutôt au cours des mois de mai et juin. C'est la période idéale, voilà, pour, faire ensemble du coup, comme pour, le master précédent. Les conditions d'intégration sont les mêmes, donc je ne vais pas les répéter et de la même manière, on a un entretien de motivation et on va dire, l'idée, c'est de voir un petit peu l'adéquation qu'il peut y avoir entre les attentes que chaque candidat peut avoir par rapport à notre maquette de cours, par rapport à l'orientation qu'on souhaite donner au master tel que je l'ai présenté et ce que nous, on est capable de vous proposer, d'être sûr que voilà, il soit pertinent que nous, fassions une année ensemble. Voilà, un dernier point sur la tarification. Alors Stéphane, je ne sais pas si c'est pas Emmanuel qui avait la Emmanuel, main elle va sur. aborder ça effectivement. Donc, on va vous mettre dans le chat aussi le contact de la gestionnaire de scolarité, en fait, qui gère la formation continue et qui pourra tout vous expliquer au niveau de la tarification. Voilà. Là, sur la diapo, vous avez dans les grandes lignes, hein, en fonction de est-ce que vous êtes dans une démarche individuelle soutenue par votre entreprise ou si vous pouvez bénéficier ou pas d'un contrat pro sous certaines conditions. Mais on va dire que le cursus de la formation continue fait que chaque profil est vraiment spécifique. Et là, donc à Emmanuel Carry, notre collègue de l'administration, d'étudier chacune des demandes pour être capable de vous répondre au mieux sur les droits que vous pouvez avoir et dans quelle case vous rentrez par rapport à la tarification. Merci Arnaud. Alors, je vais arrêter le partage d'écran, puis on va revenir sur les caméras. À présent, vous allez écouter en fait bah, les témoignages de deux diplômés en fait de la formation continue, que sont Emma Reverso du MAE et Amélie Prado du master GRH. Alors, Bonjour tout le monde.
Vraiment. Bonjour Florence, ravie de vous recroiser, même virtuellement. Moi, je peux apporter un témoignage sur l'année que j'ai vécue à l'IAE. Donc, moi, j'ai suivi le master de management et administration des entreprises il y a 2 ans. Donc, j'ai été diplômée en juin ou septembre plutôt 2022. C'est une reconversion professionnelle que j'ai souhaité faire à titre individuel, hein. C'était une initiative de ma part, c'était pas une initiative de la part de mon employeur. J'étais encore en activité à l'époque. J'étais responsable des relations publiques dans le secteur artistique et culturel, donc dans le secteur associatif. Et en 2021, à l'été 2000, d'être acceptée au master, et puis aussi de pouvoir ménager mon temps de travail et de pouvoir suivre la formation dans les meilleures conditions, je dirais, parce qu'il y avait un maintien de salaire et donc un aménagement des horaires, puisque les heures de cours étaient déduites de mon temps de travail et payées donc par ce dispositif Transition Pro. Voilà, donc ça m'a permis de pouvoir suivre la formation dans de très bonnes conditions. Personnellement, ça fut une année très enrichissante. D'abord d'un point de vue des connaissances acquises, bien sûr, parce que les apprentissages sont très riches, c'est très complet et vraiment les professeurs, les intervenants sont passionnants. Donc moi, j'ai beaucoup aimé revenir à l'université. J'avais 40 ans à l'époque et de retrouver la posture d'apprenante après une vingtaine d'années d'activité professionnelle, c'était vraiment très agréable comme situation, de s'asseoir à une table et d'acquérir des nouvelles choses et moins de données comme on le fait tous les jours quand on est en activité professionnelle. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était une année passionnante pour ça. Et puis d'un autre point de vue, on en parle souvent, mais c'est vrai que je rejoins dire que ce fut en ouverture. Elle m'a permis de rencontrer les personnes de ma promo, des personnes qui venaient de l'industrie, du milieu médical, enfin de plein de milieux différents en fait. Et c'est vrai que je connaissais pas moi beaucoup ces secteurs professionnels-là. Et le fait de vivre cette aventure avec eux, c'est une expérience très forte. En fait, c'est quand même une année éprouvante, hein, une année engageante en tout cas. Et c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de solidarité et de complicité qui se crée entre les personnes des promos. Et voilà, ce sont des gens que je continue à voir, à prendre des nouvelles. Voilà, il y a un vrai groupe qui s'est créé et qui perdure avec le temps. Voilà, donc une belle année. Et puis 2 ans plus tard, si on doit dresser un petit bilan, personnellement, ça a été une reconversion réussie puisque j'ai changé de travail. J'ai été embauchée par une société qui est éditrice de logiciels de GRH. Et c'est vrai que c'est enfin en tout cas une société à laquelle j'aurais jamais pensé sans cette formation. En fait, c'est dans cette entreprise que moi j'avais fait mon stage de fin d'année. Et c'est aussi à l'IAE que j'ai rencontré son fondateur qui m'a ensuite employée. Donc voilà, je suis vraiment un bébé de l'IAE d'un point de vue professionnel. Et puis, tout à l'heure, Florence, vous parliez de bloc de compétences. Moi, donc personnellement, j'avais un diplôme, j'avais une maîtrise, hein, parce que j'ai suivi mon première salle d'études avant les grandes réformes universitaires. Donc j'avais une maîtrise en métier des arts et de la culture, et puis après j'avais tout un parcours dans le milieu de la communication, de la relation publique. Donc j'étais aguerrie, on va dire, à ces missions de communication-là. Et j'ai pu compléter ce profil avec des nouvelles compétences en gestion, en droit et puis plus globalement en management et en gestion des ressources humaines, ce qui me permettait de pouvoir affronter le marché du travail avec une plus grande sérénité, une plus grande confiance en moi. Donc voilà, c'est réussi. Et puis j'ai gardé des liens avec l'IAE. Je continue de suivre ces acteurs aux conférences, notamment celles qui sont organisées par le laboratoire du CREJ, parce que je dirais que c'est comme si ça m'avait donné un nouveau
une nouvelle appétence, la connaissance académique. En fait, je me rappelle de moi, quand j'avais 20 ans, sur les bancs de l'université, où j'avais qu'une seule envie, c'était d'en partir et de me mettre au travail. Et c'est vrai que de revenir à l'université quand on a 40 ans et qu'on a ce recul-là et qu'on choisit vraiment, enfin, on n'est plus sûr des raisons qui nous poussent à revenir étudier. On prend toute cette connaissance avec un regard nouveau et un appétit nouveau qui m'a pas quitté depuis 2 ans. Donc voilà ce que je peux dire moi de cette année. Après, c'est une année qui est difficile, le niveau est haut, ça demande beaucoup de travail et d'application, mais ça n'est pas impossible. Je crois que dans notre promotion, tout le monde a été diplômé ou presque. La quinzaine d'élèves qu'on était, on a tous brillamment reçu notre diplôme. Donc voilà, c'est un vrai challenge personnel. Pour celles et ceux qui ont des familles aussi, ça demande un soutien, je pense, de la part des familles, parce que c'est vrai que bon, bah, le vendredi, le samedi, on est à l'école, donc il reste que le dimanche, a priori, comme jour de repos et de partage. Donc ça demande un peu d'organisation. Moi, j'habite Poitiers, donc c'était déjà plus facile, mais il y en a qui venaient de loin. Donc c'est vrai que voilà, d'avoir le soutien de nos familles derrière, c'est important. Mais c'est une belle année et le jeu en vaut la chandelle, vraiment. Voilà, puis s'il y a des questions que vous vous posez, justement d'un point de vue organisation, personnel, et tout ça, je pourrais avec plaisir y répondre à la fin de cette présentation. Merci, merci Emma, merci. Emma Reverso, qui, on le rappelle, est diplômée donc du master MAE. Et on va tout de suite laisser la parole à Amélie Prado, diplômée du master GRH. Oui, donc bonjour à tous. Bonjour Esteban, merci pour cette invitation. Alors je me suis beaucoup reconnue dans le témoignage d'Emma. Donc moi, j'ai été diplômée en 2019, donc promo 2018-2019 du master gestion des ressources humaines, que j'ai financé avec mon CPF. Donc une démarche personnelle, mais accompagnée aussi de, de mon employeur, puisque mon employeur est l'Université de Poitiers. Euh, alors au niveau du rythme du travail, donc c'était effectivement, comme l'a dit Arnaud Gauthier, une semaine par mois, exclusivement du mardi au samedi. Effectivement, ça demande une implication personnelle et un ajustement de ses contraintes professionnelles aussi, de son rythme professionnel, euh, qui est quand même assez intense. Moi, j'étais en situation de management d'équipe, donc il faut aussi appréhender cette dimension avec ses équipes et expliquer un petit peu le rythme une fois par semaine. Il y a une semaine qui change un petit peu. Alors moi, à l'origine, j'étais diplômée de lettres, pardon, lettres modernes et en droit public. Et, euh, et en fait, je suis directrice administrative et financière. Donc, c'est un métier qui est très pluridisciplinaire et j'avais vraiment envie, enfin, après quelques années d'expérience, j'avais vraiment envie de me spécialiser dans les ressources humaines. Donc, j'ai d'abord commencé par faire une mobilité sur un autre emploi complètement RH, plutôt sur l'aspect administratif des RH, puisque j'étais responsable carrière et paye dans un établissement public. Et donc, ça a conforté mon souhait d'être diplômée en GRH. Et donc, j'ai intégré cette promo en 2018-2019 avec, effectivement, comme l'a dit Emma, une promotion, je me souviens plus exactement combien on était, mais c'est pareil, c'était un peu en dessous de 20 et d'horizons très, très différents. Donc, j'ai pu me retrouver avec des DRH, avec des psychologues du travail, avec euh, des infirmières également ou des cadres de la santé, des ergothérapeutes, mais aussi des personnes qui étaient gestionnaires RH, hein, donc qui faisaient vraiment soit que de la paye, soit que de la gestion de carrière, soit que de l'accompagnement, et qui avaient envie d'avoir une vision un peu plus globale.
Moi, ce qui m'intéressait, c'était a priori, hein, c'était plutôt le côté développement des RH et les théories des organisations. Et en fait, ce que je retire de cette expérience, au-delà du partage évident et de la richesse du groupe, hein, parce que vraiment, quand on a une promo où on a vraiment, il y avait même des travailleurs sociaux, enfin vraiment, c'était des horizons très très différents, dans des domaines d'activité très différents. Ça pouvait aller de l'industrie à l'hôpital, donc c'était vraiment très différent. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est ce qu'a dit Emma, c'est le fait de pouvoir mettre de la théorie et des mots en fait sur nos pratiques, hein. Parce que bah, moi, pareil, j'ai 40 ans passés et une expérience dans la gestion des équipes, dans différentes organisations, que ce soit de la PME à l'organisation publique, à l'université. Et donc, on a des façons de fonctionner. Les autres ont des façons de fonctionner et c'est encore plus vrai dans les ressources humaines et dans le management. Et pouvoir mettre des mots là-dessus, effectivement, je pense que c'est la différence en fait avec les étudiants de formation initiale, puisqu'on a fait des travaux de groupe en mélangeant les promos, formation initiale, formation continue. Et alors autant les formations continues étaient très très friands des cours enfin, théoriques et en redemander, alors qu'on entendait effectivement le discours des étudiants en formation initiale qui en fait, eux, avaient plutôt envie d'aller sur le terrain. Donc, pouvoir faire cet aller-retour théorie-pratique, je trouve que ça a été très éclairant dans mes pratiques personnelles, dans mon approche aussi vis-à-vis des équipes. Et puis, j'ai aimé aussi pouvoir avoir des enseignants-chercheurs en face de moi et également des intervenants professionnels. Ça, la complémentarité en fait des apports et les échanges n'étaient pas tout à fait les mêmes également, puisque quand j'étais en face d'intervenants professionnels, j'avais l'impression aussi de partager avec des pairs en fait dans certains domaines. Voilà, la solidarité qu'Emma a relevée aussi, les travaux de groupe, pas forcément évident quand on se retrouve à être en groupe comme ça avec des personnalités très très différentes qui ont des expériences très différentes, mais aussi des travaux de groupe avec des étudiants en formation initiale. Alors je sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas à l'époque c'était quelque chose qui aussi nous obligeait à nous confronter à d'autres façons de voir ou d'autres réalités. Et, et moi, j'en retiens vraiment, c'était vraiment un temps hors du temps. Voilà, c'était une bulle. Alors, effectivement, c'est extrêmement prenant, extrêmement exigeant, mais en même temps, et on était tous d'accord hein, dans la promo pour dire, bah, c'est ce moment, il est pour nous, pour assouvir notre curiosité intellectuelle, pour travailler sur des sujets qui nous plaisent. Et j'ai aimé pouvoir travailler sur mon mémoire de recherche sur un sujet qui me passionnait et que j'avais envie de développer. Et voilà, j'en garde vraiment un excellent souvenir de cette année. Et moi, il me mène aussi, enfin, il a conforté mon projet puisque là, à la rentrée, je vais changer d'emploi et être vraiment à 100% sur un emploi des ressources humaines en étant responsable d'un service qualité de vie au travail, action sociale et dialogue social dans une autre université que celle de Poitiers. Et du coup, je suis très, très contente de pouvoir mobiliser d'autres pans de ce que j'ai appris il y a quelques années, en espérant que je n'ai pas tout oublié, pour cette nouvelle aventure professionnelle. Voilà, donc je ne sais pas, il y a certainement encore plein d'autres choses à dire, mais pareil, s'il y a des questions après, avec plaisir pour échanger autour de cette expérience. Merci Amélie. Amélie Prado, ancienne diplômée du master GRH. Merci pour ce témoignage. Effectivement, alors dû aux aléas techniques, on a un petit peu de retard sur le programme, mais nos 4 intervenants sont à votre disposition si vous avez eh bien, la moindre question. Ça peut être soit en activant votre micro. Normalement, j'ai donné les droits à tout le monde, soit pour les plus timides, il y a le chat. Je vois d'ailleurs qu'on a une première question de Laetitia Peignelin concernant la plateforme e-candidat. Doit-elle se faire après avoir obtenu la réponse de la VAP? Je ne sais pas si Arnaud ou Florence avaient des éléments de réponse. Non, il faut constituer les deux dossiers en même temps. Je pense que c'est dans ce. Emmanuel Carry pourra confirmer. Hein, C'est ça complètement. Oui, il faut faire les deux dossiers en même temps. Sachant que la VAP, en fait, que vous candidatiez
pour l'un de nos masters ou n'importe où en France, c'est valable de la même manière en fait. C'est-à-dire que la VAP est décorrélée de la candidature à l'IAE de Poitiers dans tel ou tel master. Donc de toute façon, faut le faire. Et même si vous vouliez changer ou partir dans une autre université par ailleurs, ça vous sera tout de même utile. Donc il faut faire les deux en même temps. Je viens de mettre dans le chat justement le contact d'Emmanuel Carry, Mhm. gestionnaire de scolarité. Donc vous avez son adresse mail. A priori, tout le monde peut rétablir le son. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, bonsoir. Donc, je me présente. Donc, je suis Oumi Babou. Et donc, je souhaiterais, alors je ne sais pas si c'est trop tard ou pas, candidater en Master 1 Commerce international et en VAP en même temps. Donc, c'était pour savoir si, parce qu'en fait, j'ai regardé la dernière fois, j'ai essayé de joindre vos services à plusieurs reprises. Malheureusement, c'était un peu compliqué de vous joindre au téléphone. Et j'ai vu sur le site que les candidatures étaient terminées. En fait, on ne pouvait plus déposer de candidature en Master 1 et en VAP. Est-ce bien le cas? Je ne sais pas pour cette je ne connais pas cette formation. Peut-être Amélie qui sait. Le Master 1 Commerce international? Bien, c'est-à-dire que Je ce suis de n'est pas Poitiers. voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas une formation dont je m'occupe. Peut-être Amélie, tu sais, toi qui s'occupe du Master 1 Commerce international? Non, je n'ai pas le nom de la personne, la gestionnaire, mais de toute façon, c'est pas, enfin, C'est on n'est pas dans Anthony. le cadre de la formation continue et du MAE ou du Master GRH. Donc, je pense que le mieux, c'est de pouvoir contacter, que vous laissiez vos coordonnées dans le chat et puis que la responsable de scolarité ou la gestionnaire vous recontacte suite à pour répondre à vos questions. Voilà, ouais. Très bien, je vous remercie. Il y avait une question dans le chat, je me permets juste d'y répondre. Est-ce que toutes les candidatures donneront lieu à un entretien individuel? Oui. Oui. Mais Confirme. voilà, comme précisé, hein, le but, c'est pas un test de connaissances, mais voilà, c'est vraiment un entretien de motivation et de voir un petit peu quelles sont vos attentes et puis qu'on rediscute ensemble aussi de notre offre de formation et du déroulé de l'année au sein de la promotion pour être sûr que chaque personne recrutée se sente bien à sa place au sein de la promo et que vous qu'il n'y ait pas on va dire, un mauvais mariage d'un côté comme de l'autre. Oui, bonjour. J'ai une petite question. Je suis Géraldine Beaufils. Je travaille dans les ressources humaines depuis 16 ans, je dirais plutôt en tant que gestionnaire de carrière et d'épais. En revanche, j'ai un bac+2, un BTS. Du coup, est-ce que vous pourriez expliquer plus précisément comment se traduit la VAE dans ce cadre-là, en fait? Donc la VAPP, on va dire, du coup. La VATP? Oui. PP, ouais, ça, donc comme donc c'est Florence Laval qui l'expliquait tout à l'heure, en fait, hein, le dossier de l'APP, en fait, va s'appuyer sur donc à la fois le dernier diplôme de l'enseignement supérieur que vous pouvez avoir, et va traduire, on va en commission, le nombre d'années d'expérience que vous pouvez avoir en nombre d'années universitaires. Donc là, dans votre cas, c'est est-ce que la question qui se pose, hein, c'est ça qui va être Oui. étudié. Et là, je ne peux pas vous répondre, mais la commission va établir le fait, est-ce que 16 années d'expérience permettent de valider un passage du bac+2 à bac+4, ce qui vous permet à la suite de ça de candidater. A priori, c'est des candidatures qu'on a déjà pu avoir à l'IAE et je ne peux pas présager de ce que pourrait dire la commission, hein, vous comprenez? Oui, Mais oui. a priori, ce ne serait pas incohérent par rapport à des candidatures qu'on a pu avoir par le passé. Mhm, mhm. Depuis D'accord. combien de temps travaillez-vous?
Depuis combien de temps je travaille depuis le début? Depuis combien de J'ai temps vous commencé vivez tôt, à... j'ai commencé à 20 ans. À 20 ans parce que j'ai été en alternance en fait. Enfin même 19 ans, oui, 19 ans. D'accord. Et J'ai ça fait commencé très vite. combien d'années? Parce que je ne sais pas quel âge vous avez actuellement. J'ai 42 ans. Oui, bon, voilà, vous avez largement de quoi valider. Donc, Oui, 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 hein, oui. voilà, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on vous posait la question, Oui, parce oui, que il y a un rapport à faire entre le nombre d'années d'expérience et puis le nombre d'années à valider. oui, d'accord, d'accord. Voilà. Donc Oui, pour c'est parce que 2 je ans, suis je plus pense que spécifiquement sur un poste, en ressources humaines depuis, 16 ans, mais effectivement, j'ai une autre expérience passée, avant. Voilà, tout compte. d'accord. Merci, merci pour votre réponse. Alors moi, j'ai une autre question, si vous me permettez. Donc toujours Oumi Babou, hein, celle qui veut candidater en Master 1 Management et Commerce International. Mais là, en écoutant en fait votre entretien, je me rends compte parce que j'avais moi-même décidé de le faire. J'ai un niveau BTS NDRC et j'ai plus de 15 ans d'expérience et je suis actuellement coordinatrice dans l'industrie pharmaceutique, dans une boîte américaine. Mais c'est vrai que là, en vous écoutant, donc je peux éventuellement candidater en Master 2. C'est possible, en VAP. Oui. Enfin, si vous D'accord. obtenez la VAP, oui, oui, oui. Oui, mais je peux, parce que moi, je pensais que ce n'était pas possible, qu'il fallait d'abord faire peut-être une candidater en VAP Master 1 Commerce International, ensuite en Master 2. Mais si j'ai bien compris, par rapport à l'expérience, je pourrais éventuellement candidater directement en Master 2. Alors, il faut candidater dans des parcours en formation continue, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre la formation initiale qui est destinée aux étudiants qui n'ont jamais interrompu leurs études, et puis la formation continue qui est destinée aux gens qui viennent du marché du travail, qui sont déjà Tout à fait. salariés, qui ont déjà été salariés. Hein, voilà. Tout à fait. OK. Sachant qu'on n'a pas de M1 en formation continue. Vous rentrez Ah, directement en voilà, c'est ça, c'est de rentrer directement en master 2. C'est pour ça qu'il faut soit avoir un bac+4, soit avoir, mhm. ce fameux dossier de VAPP, validé qui permet de donner un équivalent de bac+4 D'accord. Très bien. voilà et vous Bah, rentrez là, je pense directement en que ça. M2. D'accord. Donc là, ça me fait gagner du temps parce que je pensais fallait absolument passer par le Master 1. OK. Là, j'ai compris. Merci beaucoup. On a une demande de monsieur ou madame Euh, Mansouri concernant le MAE, savoir s'il est également proposé en formation à distance. C'est le cas. C'est le cas. Vous pouvez aussi suivre cette formation en distanciel. alors, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me recevez. Oui. Oui, Je suis Roland Daillon et j'ai une question par rapport au master en gestion des ressources humaines. Par rapport aux autres, moi, j'ai un master 2 en tant que psychologue du travail. J'ai pas assez d'années d'expérience. Ça fait 3 ans d'expérience en tant que formateur sur tout ce qui est lié à la santé au travail. J'aimerais candidater un petit peu par rapport au master 2 GRH et j'avais une question, c'était de savoir, bon, moi je suis dans une association actuellement, il n'y a pas de service de gestion des ressources humaines, pas du tout. Et donc je me demandais est-ce qu'il fallait chercher une autre entreprise où je dois trouver un contrat pro dans le domaine des gestions des ressources humaines où je peux continuer sur mon poste de travail actuel qui n'a aucun lien avec la gestion des ressources humaines et quand même faire ce master 2. Vous pouvez, rester, dans le poste que vous occupez actuellement avec l'idée de vous dire que, vous êtes accompagné par votre employeur D'accord. dans une reconversion à venir, sur la fonction RH. Ok. Voilà, c'est pas, je vais pas vous dire le contraire, ça peut être un avantage quand même que d'être, au sein d'un service RH, Ouais, mais en soi, ce n'est pas une obligation. une obligation. Ok. Et pour élargir la question,
Et on peut aussi avoir des candidatures de personnes qui viennent, sur une démarche complètement individuelle et qui durant l'année universitaire ne sont pas forcément en poste. Donc OK, Ouais. d'accord. C'est quelquefois d'ailleurs un peu difficile quand on doit prendre un nouveau poste, par exemple, occuper un nouveau poste en ressources humaines alors qu'on on ne vient pas de ce métier-là et en Mmh, même temps suivre la formation, c'est vraiment, double stress. Tandis que quand on est mmh, dans un poste que l'on maîtrise bien, et où l'on a développé certaines routines, eh bien, on peut dire que l'année de formation est plus facile à mmh. gérer. Bonsoir, moi je suis Daphné. Vous m'entendez bien? Très bien. oui. Ok. Je suis intéressée par le Master 2 MAE. Je voudrais savoir les postes qui sont occupés par les étudiants après la formation. C'est quel type de poste? À quel niveau? Alors, on est bien d'accord, hein, j'ai parlé tout à l'heure de double compétence. Alors, il y a donc des personnes qui sont actuellement, dans des filières, par exemple, des filières industrielles ou des filières, ou dans déjà des activités de gestion et qui souhaitent évoluer, j'ai envie de dire hiérarchiquement, vous voyez? Donc vous allez pouvoir, avoir une promotion dans le cadre de votre entreprise et même souvent c'est accompagné par l'entreprise, par le DRH de l'entreprise. Donc voyez, vous allez pouvoir donc avoir, par exemple, plus de responsabilités managériales ou un budget plus important à gérer, plus de responsabilités, etc. Il y a d'autres personnes, c'était le cas de Emma qui témoignait tout à l'heure, qui vise plutôt une reconversion. Vous voyez. Et donc, dans ce cas, ben, les postes, vraiment, ça dépend du projet professionnel, hein. Emma, par exemple, là, qui se retrouve dans une entreprise d'édition de logiciels. Donc, elle a donc ce poste qui est dans le développement de produits. Et puis, c'est ça, Emma, il faut me dire si je me trompe, mais ouais, qui est tout à fait, finalement, un profilé à partir de ce qu'elle souhaitait faire. Et donc, on peut donc changer soit de secteur d'activité ou alors changer de métier tout en restant dans le même secteur d'activité. Pour prendre l'exemple de quelqu'un qui était, par exemple, dans une fonction très administrative et puis qui s'oriente justement vers des métiers plus ouverts vers la communication ou des métiers vers les ressources humaines ou vers la qualité. Vous voyez, dans ce cas, sont des métiers un peu différents. Mais lors de l'entretien de motivation, en règle générale, c'est un point qui est abordé. Si, par exemple, vous décidez de vous inscrire et donc si vous avez cet entretien de motivation avec moi, eh bien, c'est vraiment la question que j'aborderai avec vous dès le départ pour savoir comment vous vous projetez au-delà de la formation. Quel est le poste que vous souhaitez au-delà de cette formation et si vous souhaitez ou non vous reconvertir. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, c'est clair, parfait. Attitude à vous. Très bien. Il y a une question, je me permets, dans le chat sur le mémoire de fin d'études. Concernant le mémoire de fin d'études, aurons-nous des guidants universitaires? Alors oui, enfin, je pense que Arnaud et Florence répondront de manière en tant qu'enseignant, mais effectivement, oui, on a un référent académique qui nous guide sur la méthodologie du mémoire, pas à pas, qui nous accompagne dans la thématique, mais aussi la problématique et la méthodologie. Et puis, on a un tuteur d'entreprise ou de stage qui fait le lien avec notre terrain d'études. Donc oui, on n'est pas seul sur ces questions-là. Et aussi peut-être pour compléter ta réponse, Amélie, dire que avec, en tout cas au MAE, il y avait quelque chose que j'avais trouvé vraiment pertinent, c'était que la toute première semaine, on assistait aux soutenances des étudiants de l'année d'avant. Et alors moi j'avais trouvé ça très intimidant, parce que je me disais mais jamais je pourrais sortir autant de connaissances dans un an. Mais blague mise à part, c'est quelque chose
qui nous aide beaucoup, en fait, quand ensuite on prépare notre mémoire et notre soutenance, parce que moi, je me rappelle, j'avais pris des notes et je revoyais ces étudiants d'un an plus âgés que moi, enfin, en tout cas, avec un an d'expérience de plus que moi. Et voilà, ça nous permet de nous projeter dans le travail attendu. Donc non, on est définitivement pas seul dans cette aventure du mémoire. Une question de Une droit. question. Arnaud. Alors, pour répondre à la question, je m'en ai précisé que confronter, c'est-à-dire dans le cadre d'un mémoire, par exemple, ou est-ce que on aborde autant le secteur privé que le secteur public en cours? Pour répondre sur la maquette alors en cours, oui, complètement. En fait, comme on a des personnes qui, autant du côté des étudiants que des intervenants professionnels, on a des personnes qui viennent des secteurs publics, privés, associatifs. Et du coup, je peux pas vous dire qu'on a une répartition égale entre les différents secteurs, mais clairement, on n'a pas un prisme qui s'arrêterait au secteur privé. Donc, on évoque Mmh. largement ici ce qui peut se passer dans le contexte public. En tant qu'étudiante, si je peux me permettre, parce que moi, du coup, j'évoluais vraiment dans la fonction publique et j'avais quitté l'entreprise privée depuis longtemps, donc j'étais clairement plus à la page. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est l'apport qu'apporte, enfin, c'est l'apport de l'enseignant ou de l'intervenant, mais c'est aussi tous les partages qu'on peut avoir en cours avec les camarades de promo qui, eux, peuvent être experts dans un domaine, justement. Et enfin, moi, là, le domaine hospitalier me parle beaucoup puisque j'ai beaucoup travaillé avec une camarade de promo qui était à l'hôpital. Et d'ailleurs, on avait fait un mémoire de groupe ensemble à l'hôpital, sur son terrain. Et c'était très, très enrichissant parce qu'en fait, on apprend aussi les spécificités de chacun des terrains des uns et des autres. Et donc, on a différents niveaux de partage et différents niveaux de réponse sur ces questions-là. Non, alors le mémoire est pas en groupe, mais moi, à l'époque où je l'ai fait, on avait deux travaux de mémoire, un en groupe et un individuel, mais je crois que ça n'existe plus le mémoire de groupe, Arnaud, il me semble. Non, c'est Dommage. pas l'intitulé est pas tout à fait le même, mais voilà, c'est un projet RH, mais qui nécessite de mobiliser des connaissances théoriques, comme dans le cadre de l'exercice du mémoire. Donc, on s'en rapproche quand même un petit peu. Et là, effectivement, c'est en groupe. Je précise qu'en MAE, il n'y a pas de travaux de groupe. Il n'y a pas de travaux de groupe, mais il y a de la solidarité entre les stagiaires de la promo et c'est assez souvent que les stagiaires se retrouvent entre eux pour travailler, pour partager, échanger, etc. Mais ça n'est pas parce qu'il y a des travaux de groupe et avec l'obligation de remettre des livrables. Alors, il y a une question sur les modules de formation continue sur un niveau licence. Juste avant, une question sur la formation à distance en ressources humaines. A-t-elle déjà commencé? Si on parle de la campagne de candidature, oui, elle est en cours et ce jusqu'au 15 juin sur l'application e-candidat, l'application de candidature de l'Université de Poitiers. Ensuite, pour la seconde question sur la formation continue au niveau licence, je laisse les enseignants vous répondre. Donc non, il y a les formations, la formation continue au sein de l'IAE, donc c'est uniquement en master 2. Par contre, si vous êtes titulaire d'un DUT GEA, donc là encore une fois, avoir le nombre d'années d'expérience que vous pouvez avoir derrière qui pourront peut-être vous permettre de valider donc un dossier VAPP et qui sera équivalent, et vous aurez l'équivalence en tout cas d'un bac+4 et de postuler directement, de candidater pour le master 2. Oui, il n'y a que deux formations continues, le master GRH et le MAE, qui est aussi un master. Voilà, donc ça fait des petits groupes qui se retrouvent le samedi. Donc il y a des airs bien tranquilles.
et qui se retrouvent pour étudier. Pas tout le temps, toujours en même temps, parce que quelquefois les RH n'ont pas forcément cours le samedi, mais ça peut arriver que les 2 promos se retrouvent. Euh, je vais répondre rapidement sur la Oui, on a formation 3 RH à questions à la distance. suite. Ouais, Je te laisse Arnaud. ouais, je vais répondre juste sur la formation RH à distance. Ça permet d'avoir une activité salariée à côté et la formation continue aussi, en fait, hein. Les deux sont pas antinomiques. C'est possible dans les deux cas. Est-ce qu'il existe une journée de cohésion dans le master 2 GRH? Oui, tu as le cours avec Laurence Thomas, tu l'as aussi? Oui. Oui. Oui, oui, donc la réponse est oui. Voilà et alors les évaluations pour les blocs de compétences, donc là, on a des évaluations, je vais aller rapidement pour, le master, RH. On a des évaluations individuelles, des fois collectives. On peut avoir des dossiers de présentation, ou des soutenances collectives. Quelques examens sur table. Vous avez deux moments de partiels dans l'année. Principalement donc sur une semaine en novembre, c'est systématique, banalisé sur, la thématique santé, sécurité au travail. Donc vous avez une semaine axée que sur ce thème-là et en revenant en novembre, donc sur la semaine, de rassemblement en décembre, pardon, donc un mois plus tard, vous avez un partiel sur ce qui a été vu, durant le mois de novembre et puis, au second semestre, en droit du travail et sur les négociations, sur la négociation et les relations avec les instances représentatives du personnel. Là aussi, il y a un partiel. C'est les 2 seuls partiels sur table. Pour le reste, on est sur de l'évaluation en contrôle continu, soit individuelle, soit collective, plus donc des dossiers particuliers comme le mémoire ou le projet, RH. Voilà. Et certaines, il y a deux matières, qui sont soumises uniquement à un quitus de présence. Donc, là, il faut juste assister au cours. Il y a pas, c'est des modules très courts, donc ça donne pas lieu à un examen ou à un rendu. Voilà. Mmh. En MAE, il y a donc des examens qui sont des examens sur table et qui permettent d'évaluer vos acquis dans les différentes matières. Donc voilà, il y a un examen en comptabilité, en contrôle de gestion, en GRH, etc., etc. Et cetera. Et alors, il s'est réparti très, très régulièrement tout au long de l'année. Donc, vous étudiez une matière, il y a 16 heures de cours et 4 heures de révision, et on va dire 15 jours, 3 semaines après la révision, vous avez le partiel, devoir sur table, qui dure 2 heures. Et donc, ça vous permet d'étudier de façon régulière. Il y a quand même 3 matières qui sont, enfin 3 matières qui peuvent s'étudier, on va dire, à la maison, et donc ça demande de remettre un devoir à la maison. Il y a le développement personnel, l'analyse des données et l'économie, l'environnement économique. Donc ça veut dire que ça, vous allez le préparer à la maison. Et le mémoire également, comme le disait Arnaud, c'est la même chose en MAE. Voilà, c'est un vrai diplôme universitaire, hein, enfin, comme tous nos diplômes universitaires donc ça passe par des évaluations sérieuses, rigoureuses, avec des devoirs sur table. C'est pas du ChatGPT. Vous êtes amené à vraiment montrer que vous avez retenu, appris, compris ce qu'on a pu vous enseigner. Donc c'est vrai que l'examen sur table, c'est aussi la garantie que vous avez réellement progressé et que vous avez un diplôme largement mérité. Bon, je vais répondre à la question de, Laetitia Peignolin. Donc, pour le master GRH, il n'y a pas d'anglais. Ni en MAE. Voilà et les formations possibles à la suite de la validation de ces 2 M2, eh bien, c'est le doctorat. Doctorat, ouais. Alors on peut vous encadrer, hein, si vous décidez de poursuivre en doctorat. Nous avons un laboratoire de recherche et un certain nombre d'enseignants qui seront tout à fait disposés à encadrer votre doctorat à l'IAE.
est-ce que une activité à mi-temps peut être conseillée pour les salariés? Euh, Amélie, Emma, peut-être que vous avez un point de vue le plus Euh, objectif. je, je, je pense que ça dépend vraiment. Enfin, je trouve que c'est une démarche très individuelle. Après, moi, enfin, je pense que ça dépend aussi du rythme de travail qu'on a l'habitude d'avoir, de la résistance au stress, entre guillemets. Enfin, est-ce qu'on a des enfants en bas âge? Enfin, je trouve c'est un faisceau de plusieurs choses, en fait. Moi, c'était ma deuxième reprise d'études. J'en avais déjà fait une autre à distance. Et pour aucune des deux, je m'étais arrêtée de travailler. J'ai trouvé que la deuxième était plus simple, tout simplement parce que mes enfants étaient plus grands. Donc tout dépend si on a des petits, tout dépend du type de poste qu'on occupe aussi. Moi, j'étais dans un poste où effectivement, comme je crois que c'est Florence qui en parlait tout à l'heure, j'étais plus installée, donc forcément moins de challenge au niveau du poste, même s'il y avait beaucoup de management et de gestion quotidienne, enfin du quotidien. Je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment très personnel. Après, enfin, si les personnes peuvent se le permettre financièrement aussi, ça peut être un confort hein, pour les études, effectivement. Oui, je vais rejoindre ce que vient de dire Amélie aussi. Le MAE demande quand même du travail personnel au-delà de suivre les cours en fonction de ses bagages aussi et puis de ses facultés, bien sûr. Il y a quand même un travail personnel qui est attendu, je pense, à la maison. Pour ma part, j'ai eu la chance donc de pouvoir me libérer. De mémoire, je crois que je travaillais 3 jours et demi par semaine, du lundi au jeudi midi. Et donc, du jeudi midi au vendredi, samedi, j'avais du temps libre pour travailler mes cours à côté. Et il n'y a pas une semaine où je ne suis pas venue à la bibliothèque de l'IAE pour plancher quoi, sur mes cours. Donc, c'est vrai qu'un aménagement du temps de travail, c'est quand même une chance et c'est quand même plus confortable pour pouvoir bosser ses cours et travailler ses partiels. Mais encore une fois, on n'est pas toujours obligé de se sacrifier. Il y a des dispositifs d'accompagnement qui existent. Et donc, Transition Pro, c'est les anciens CIF, congés individuels de formation. Ça existe, c'est pas facile à obtenir, mais ça a le mérite d'exister et ça permet un maintien de salaire et un aménagement du temps de travail. Donc, ça peut être un entre-deux intéressant à envisager en tout cas. Et puis c'est quelque chose, enfin, c'est un projet qui nous mobilise, nous, individuellement, très fortement et qui demande beaucoup de travail. Mais je trouve que c'est un projet enfin, qui embarque aussi pas mal la famille, malgré tout. Donc, je sais, connais pas votre situation personnelle, mais je pense il faut aussi préparer un peu la famille sur le manque de disponibilité temporaire qu'on va avoir, que ce soit les enfants ou le conjoint ou la conjointe, quoi. Et si l'environnement personnel est facilitant, c'est plus simple parce qu'effectivement, comme l'a dit Emma, il y a beaucoup de travail personnel le soir, le week-end. Et en fait, on pense qu'à ça, hein. Enfin, on vit, enfin, moi, pendant un an, je vivais master GRH et je dormais master GRH, je mangeais master GRH. Voilà. Et le grand point fort de nos formations, c'est qu'elles ne durent qu'un an. On commence en septembre, on termine en septembre. Et alors, donc, c'est en effort intense, donc on ne perd pas le fil, hein, on ne s'éparpille pas. Alors, Oui. c'est la contrepartie de ce que dit Amélie. Hein, c'est-à-dire que voilà, on y pense tout le temps, mais On est focus, oui. ça passe vite parce que justement, on s'est organisé. Et quand on sait que la famille est OK, quand on sait que professionnellement on peut le faire, c'est le bon moment, et bien, il faut se lancer. Et généralement, les gens qui déposent leur dossier sont parfaitement motivés parce qu'ils savent que c'est la bonne année, que c'est le bon moment. Ils ont déjà Oui, réfléchi et à tout ça avant. puis comme l'a dit Emma tout à l'heure, il y a beaucoup de solidarité, donc des coups de mou, on en a forcément dans l'année. Mais ce qui est bien, c'est qu'on les a jamais en même temps. Donc il y en a toujours un pour nous remonter. Non, mais c'est vrai, il y a des fois, et puis il y a des matières sur lesquelles on est plus ou moins à l'aise ou qui nous plaisent davantage. Et Arnaud l'a dit aussi tout à l'heure, il y a des semaines thématiques.
Ça, moi, je sais pas si c'est encore le cas, mais moi, à l'époque, il y avait vraiment des semaines assez thématiques. Et il y a des semaines sur lesquelles on se sent un peu plus à l'aise que d'autres. Et dans ces cas-là, on peut compter sur l'esprit du groupe aussi, et l'énergie du groupe pour surmonter ces difficultés ou au contraire partager que voilà, il y a les difficultés, mais il y a aussi toutes les ressources qu'on peut mobiliser effectivement. Mhm. Il y a une question, Arnaud, concernant le M2GRH. Non, il n'y a pas de compta analytique et financière en master de GRH. Ça sent le traumatisme, ça. C'est ça, non. Certains candidats probablement aimeraient qu'il y ait un pont avec la gestion financière, mais nous avons un focus qui est vraiment centré GRH, Il y a généraliste. un peu le plus qu'on fait avec les chiffres, c'est quand j'imagine que c'est toujours d'actualité, la paye. Oui, ça, Mais là encore, on rentre pas non plus dans le détail. On fait pas de nous des gestionnaires de paye derrière, quoi. non, c'est vrai. Gérer les rémunérations, c'est effectivement la partie on a le plus de chiffres. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ok, bon, ça a l'air bon. De toute façon, je pense qu'on a abordé un certain nombre de sujets autour de la formation continue ce soir. Si vous voulez revenir sur des éléments qui ont été dits précédemment, sachez qu'en fait, il y a eu, la session a été enregistrée, elle fera l'objet d'un replay. Je vous communiquerai le lien par mail dès qu'il sera prêt. Il ne me reste plus qu'à remercier nos intervenants du jour. Donc, Florence Laval, responsable du MAE, Emma Reverso, ancienne diplômée de la formation, ainsi qu'Arnaud Gauthier, responsable du Master GRH, et Amélie Prado, ancienne diplômée du Master. Voilà. Merci à vous, merci pour Merci à votre Stéphane attention. d'avoir organisé cette réunion. Aucun Merci problème. Esteban. Désolé pour les aléas techniques, mais voilà, c'est dans la boîte, on va dire. Donc, il y a une trace de tout ça et c'est le principal. Et on va pouvoir aussi diffuser les propos qui ont été tenus ce soir. Merci, bonne soirée.